Lundi 17 novembre 2025, l'écrivain Mathieu Bellesi était invité à la librairie Ombre Blanche pour la parution chez Robert Laffont de son livre « Cantique du chaos », le portrait d'une catastrophe politique et économique. Le roman fait suite à une série de livres portant sur la conquête française de l'Algérie. La rencontre était ici menée par Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver, parce que peut-être que certains d'entre vous sont des fidèles des rencontres d'Ombre Blanche. Je suis très heureux de retrouver Mathieu Bellesi que j'avais rencontré en 2000, c'était au festival Terre d'Enfance à Aubagne, c'était le premier festival du livre à l'époque que je programmais à Aubagne. Et vous écrivez en effet depuis 1998-2000, c'est ça je crois, Mathieu Bellesi, non ? C'est les années 90. Même avant, oui, d'accord. Les années 90. C'était un de vos. C'est quand même dans les premiers livres, en effet. Donc, vous avez reçu le prix littéraire Le Monde et le prix du Livre Inter en 2022 pour Attaquer la Terre et le Soleil. Et aujourd'hui, vous nous proposez donc Cantique du chaos. Un roman d'une richesse, foisonnant, qui m'a complètement embarqué. Il est publié chez Robert Laffont, dans la collection Pavillon. Et on retrouve comme j'ai envie de dire, personnage central, Théo Grac, qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer, dont on avait fait la connaissance dans un précédent livre, donc Le pas suspendu de la révolte, si je ne m'abuse. Voilà. Et on dit c'est une sorte de dystopie, ce livre, c'est vrai, on peut dire en effet, on pourrait dire qu'on est dans des années. On est en 2025. Je sais pas, ça pourrait être quoi, 2040, 2050, voilà. Bon. Et on va suivre donc ce Théo Grac dont très progressivement, à un moment donné, il fait allusion à son passé, en effet, un passé de violence en lui qui est assez frappant. Il apparaît, au début, il y a eu un déluge au début, en quelque sorte, il y a vraiment une disparition, il est obligé, il se sent contraint de quitter finalement le territoire pour aller vivre sur une île. Voilà. Alors j'ai envie de vous demander, ça c'est le point de départ du livre, c'est un livre qui est formidable parce qu'il est à la fois, parfois on est dans le western, parfois on est dans le roman d'aventure, parfois on est dans le polar, il y a des braquages de banque, il y a des choses, il y a une violence toujours qui est présente. On est aussi dans une dystopie, j'ai dit, on est dans une écriture parfois d'un lyrisme assez formidable, très rare dans la littérature actuelle, et on est aussi, je trouve qu'il y a aussi plus qu'en arrière-plan, même assez fraisant, par des petites touches et c'est une sorte de grande, je ne sais pas si on peut appeler, le terme d'hommage va peut-être vous sembler un peu grandiloquent, mais à une littérature ambitieuse, une littérature profonde qui justement essaie peut-être de sauver le monde. Voilà, je dirais ça. Mathieu Bellesi, en tout cas, bravo pour ce nouveau roman. Merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, dans ce roman, j'ai essayé d'y mettre tout ce que j'ai aimé en littérature, et en particulièrement l'imaginaire. Moi, je ne me sens pas du tout proche de l'autofiction française, pas du tout. Je suis plutôt proche de la littérature américaine nord au sud, aussi bien des auteurs comme Kerouac ou McCarthy ou Faulkner ou Hemingway, et puis aussi la littérature sud-américaine du temps du réalisme magique, avec des gens comme Garcia Marquez, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, voilà, des gens comme ça. Donc, évidemment, je suis très très loin de ce qu'on peut écrire en général en France actuellement. Et je voulais rendre hommage à cette littérature-là en écrivant Cantique du chaos. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des références. Il y a des références à Conrad, il y a des références à Melville, sans doute à Cormac McCarthy aussi, à Kerouac, évidemment. Et je voulais y mettre aussi de la poésie. C'est pour ça qu'on retrouve des poèmes qu'écrit le personnage principal, parce que je pense que la poésie est aussi très attaquée dans notre monde actuel, et qu'on la lit de moins en moins. Voilà, je voulais rassembler tout ça. Et après avoir écrit ce livre, je me disais, je l'ai relu 2 ou 3 fois parce que je relis tous mes romans à haute voix, systématiquement. C'est très important pour moi, l'oralité de mon écriture. Et donc, ça me permet de voir quand il y a une phrase qui est bancale,
un adjectif qui sonne mal, bon, je change tout de suite. Donc, je veux vraiment trouver la musicalité la plus exacte par rapport au sujet que j'ai décidé d'aborder. Justement, moi je suis toujours curieux de savoir, Mathieu Bellesi, comment est-ce que débute l'écriture d'un roman, de celui-là bien sûr, parce que après chacun étant différent. Est-ce que c'est peut-être d'abord une image, l'idée peut-être d'un territoire, d'un lieu? On parlera des lieux parce qu'ils sont très importants. Là, il va partir en Amérique, une traversée de l'Amérique du Nord, après il descend vers le sud, Amérique du Sud, Amérique centrale. Bon. Est-ce que c'est et c'est vrai que les personnages sont très incarnés dans votre livre, ils prennent, j'ai envie de dire, tour à tour la parole en disant ils apportent leur propre point de vue dans des chapitres comme ça qui se succèdent. Comment débute l'écriture de Cantique du chaos? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que l'idée de retrouver Théograc, l'envie de parler à nouveau de lui, de son passé, voilà. Mais c'est dans le roman d'avant où on entendait donc Théograc, c'était le pas suspendu de la révolte. Ça finissait, il tombait dans un coma et on ne savait pas ce qu'il était devenu. Et puis voilà, j'avais abandonné, j'avais écrit Attaquer la terre et le soleil. Et puis je ne sais pas, dans ma tête, cette voix de Théograc est demeurée. Et à un moment donné, j'ai senti que ce Théograc avait envie de reprendre la parole. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il allait raconter. Alors évidemment, forcément, il revient 20-25 ans après. Non, parce que moi, je n'ai pas de plan du tout. Quand je commence un roman, je ne sais pas du tout comment je vais le finir. Mais c'est ça qui est excitant pour moi, tout au moins, cette grande liberté-là, que je laisse aux voix des personnages. Parce qu'il y a d'abord Théograc, c'est quand même le personnage principal, mais il y a les voix aussi qui apparaissent de sa compagne Chloé, des enfants de sa compagne qui prennent aussi la parole, et d'une deuxième Johan femme. Et Hugo, les deux enfants. Oui, et une deuxième femme à la fin, une costaricaine, Miguelita. Donc voilà, j'ai senti cette voix très très forte en moi, donc je me suis dit, tiens, je vais faire ressusciter Théograc, mais je ne savais pas trop ce qu'il allait raconter. Bon, j'avais envie de raconter une sorte d'errance comme ça, enfin, une fuite à travers ce monde qui était en train de s'effondrer. Mais c'est tout ce que j'avais. Je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait se terminer. Ouais, les titres des parties les titres des parties du livre sont assez évocatrices quand même. La première s'appelle L'île, donc une sorte de Robinson, un peu, voilà. Bon, la deuxième c'est l'Amérique, la troisième c'est Fuir, et la quatrième le Paradis. Oui. Ouais. Et c'est important pour vous justement les titres et le titre du roman qui est Cantique du chaos, à mon avis un titre assez formidable par rapport au roman, et les titres des parties. Est-ce que ça, pour vous, est-ce que ça enclenche un peu du coup, est-ce que ça impulse le démarrage de l'écriture, ou est-ce que ça vient a posteriori? Les titres sont venus a posteriori. Je sais pas. Enfin, pas le premier, parce que L'île, bon, ça paraissait. Mais les autres, non, le titre le Paradis, par exemple, je l'ai trouvé après. D'accord. Mais le titre du roman aussi, Cantique du chaos, c'était pas ça au départ non plus. C'était À la dérive. Ah oui. En effet, oui. Mais je peux changer de titre en cours de... Non, parce que je veux rien qui puisse entraver la liberté du personnage qui parle. Donc si je donne un titre avant, ça donne déjà une direction. Dans le titre, je le trouve après. Alors cette idée justement, parce que vous avez beaucoup écrit sur l'Algérie, sur la violence coloniale, l'Algérie. Là, on peut dire que, alors on se dit que vous quittez en quelque sorte. Il y a peut-être une envie peut-être de prendre de la distance. Je ne sais pas. Je vous pose la question. Ou est-ce que, voilà, non, mais je sais pas. Mais pas vraiment de la distance, parce que il se fait que les 4 romans que j'ai écrits sur cette tétralogie algérienne, ils vont être tous adaptés au théâtre. Il y en a déjà un, Emma Picard, qui était à Avignon. Ah, ils sont venus à Toulouse, mais je savais. Théâtre de la Violette à Toulouse, d'accord. Et ils sont à Paris aussi en ce moment. Et puis il va y avoir une adaptation de C'était notre terre par Célie Pote, qui est une metteuse en scène qui
qui travaille dans le milieu du théâtre depuis au moins 30 ou 40 ans, qui a adapté, pour la situer un peu, qui a adapté un roman de Thomas Bernhardt, Oui, il y a 2 ans, à l'Odéon, et puis il y a 4 ans, un Shakespeare qu'on joue, pas souvent parce qu'il est assez compliqué, Antoine et Cléopâtre. Elle avait une très très belle presse. Voilà, alors, je travaille avec elle en plus à l'adaptation, donc ça se passe vraiment très très bien, on s'entend très bien tous les deux. Et ça sera en 2026 au Théâtre des Quartiers d'Ivry, à la MC 93, à la Comédie de Genève. Et ça, je suis très content parce que c'est quand même une des grandes salles théâtrales d'Europe. Et puis ça reviendra en France sans doute à Toulon, oui, chez Berling. Et moi j'aimerais bien que ça soit à Toulouse, mais apparemment pour le moment, parce que c'est l'Hippo, bon, elle a une compagnie, donc elle fait des propositions un peu partout en France. J'aimerais que cette adaptation tourne en France, parce que je sens qu'il y a, enfin, pour avoir fait quand même quelques rencontres, qu'il y a un besoin très fort de parler de ce sujet de la colonisation algérienne. C'est 132 années, parce qu'on parle de la guerre de décolonisation, 1954-1962, mais on ne parle pas beaucoup du début, les gens ne savent pas beaucoup ce qui s'est passé entre 1830 et 1870. Bon, enfin bref. Et puis alors, Moi le Glorieux aussi, donc, le troisième roman va être adapté pour vous jouer le rôle de ce colon un peu débordant de vitalité et de bien d'autres choses, Albert Vandel. C'est un acteur, Amo Graillac, c'est un acteur franco-algérien qui a dans les 60 ans, qui a beaucoup travaillé dans le théâtre, qui est actuellement d'ailleurs dans le spectacle de Nosiciel à Rennes, Les Paravents de Jeunet. Donc il veut adapter Moi le Glorieux, devenir ce colon très ubuesque pour 2026 aussi, avec Jean-Louis Martinelli qui va faire travailler à la mise en scène. Puis je crois qu'il y a une jeune compagnie, que je dois rencontrer, qui va adapter Attaquer la Terre et le Soleil. Donc voilà, j'ai encore une actualité non, mais j'ai bien sûr, sur l'Algérie coloniale. Et je suis en train, ça c'est pareil, j'ai écrit 20 pages sur une période dont j'ai pas beaucoup parlé, les années 1920, 1910, 1920, 1930 en Algérie. Et donc je reprends le personnage de Séraphine, je sais pas pour ceux qui ont lu Attaquer la Terre et le Soleil, quand elle quitte l'Algérie avec son mari et sa petite fille, Caroline. Donc j'imagine Caroline à 70 ans en 1920 et va retourner sur la tombe de ses 2 frères. Voilà. Elle a promis ça à sa mère. Et donc elle va rencontrer un jeune Algérien et voilà, je vais les faire parler tous les deux. J'ai écrit 20 ou 30 pages. Et c'est l'époque... alors ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est l'époque des premiers trains qui suivaient la côte là, du côté de Beaune et du côté d'Oran. Et ces trains qui étaient très peu rapides étaient, comme dans les westerns, étaient attaqués par des bandes, des tribus qui descendaient des montagnes et qui montaient dans les wagons et qui pillaient les voyageurs, qui leur prenaient les bijoux et l'argent qui repartaient. Et voilà. Et j'ai envie un peu de parler de ce moment-là. En plus, j'ai relu les reportages de Camus, que Camus a fait dans les années pour l'Alger républicain, pour le journal L'Alger républicain, sur la population en Kabylie. C'est-à-dire, il était allé dans les campagnes et il avait rencontré une population extrêmement pauvre, mais d'une pauvreté inouïe, et il avait fait des articles qui avaient d'ailleurs fait du bruit, une série d'articles. Je crois qu'on en a fait un livre d'ailleurs qu'on peut retrouver en poche. Et voilà, je suis en train de relire ça et je veux parler de cette misère-là, parce qu'il y avait une façade au bord de la mer, mais derrière, il y avait une terrible misère. Voilà. Mais bon, j'ai écrit 30 pages, j'ai plus la voix de cette Caroline, ni celle du jeune Algérien. Je sais pas, j'espère que ça va revenir, que je pourrai continuer. Donc j'ai arrêté, ça fait à peu près 1 an.
Il faut retrouver la voie. Oui, mais je m'inquiète pas. Non, je ne voulais pas dire en effet que quand je disais que vous vouliez quitter, je ne prétendais pas vous dire que vous vouliez quitter l'Algérie. Simplement, c'était en effet de dire que là, vous avez aussi, on le souligne pas forcément. À mon avis, il faut y insister, une veine contemporaine dans votre littérature. Vous ne parlez pas que l'Algérie est importante, certes, mais il y a, je sais pas, le Petit Roi, pas suspendu de la révolte justement, qui était aussi. Donc là, il y a cette idée, donc cette volonté. Mais il y avait une envie donc de nous projeter un petit peu dans les années, une sorte de dystopie avec le côté au départ d'une île sur lequel va se réfugier Théograc. C'était ça un peu l'envie. Oui, parce que, je pense qu'on s'en rend tous compte. Hein. On est tombé dans une époque qui est ahurissante, quoi. On ne sait pas du tout de quoi sera fait notre avenir. Et moi, ça me fascine. J'ai envie de parler de ça. C'est certain. Alors, Cantique du chaos, c'est quand même le propos. C'est le propos central, oui. Mais un propos assez optimiste, parce que c'est quand même le personnage, il y a un retour à la nature qu'on a complètement perdu. S'il finit sa vie sur les bords de l'Orénoque, c'est pas par hasard. Il retrouve la forêt primitive. Voilà. À ce moment-là, j'étais en train de relire Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, qu'on ferait bien de relire de temps en temps d'ailleurs, parce qu'il avait tout compris, lui, dans les années 1950. Et voilà. Théograc qui a vécu des choses pas très drôles et tout, finit quand même un peu dans une sorte de joie, au contact de la nature et au contact des animaux, des boa constrictors et autres cougars et autres oiseaux de paradis. Le livre s'ouvre sur un peu, je dis, c'est une sorte d'île, c'est Saint-Gabriel, je crois, c'est ça, où il oui, va. Ça, c'est ma ville littéraire, ce qu'on retrouve dans plusieurs romans. Qui est une sorte de Saint-Gabriel, une sorte de Marseille, Toulon, Gênes, en gros, voilà. Marseille, Toulon, Gênes. Oui, un peu un mélange. Je vais me permettre de lire juste un passage, page 20-21. C'est là qu'il nous décrit, on a une évocation. On parlera des lieux, parce que je trouve qu'ils sont magnifiquement... ce sont des vrais personnages, je dirais presque, de votre roman, Mathieu Bellesi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre là où j'avais décidé de vivre, avec rien, une table, des chaises, un lit, une armoire dans laquelle s'empilaient couvertures et vieux draps que l'abandon avait irrémédiablement jaunis. Enfin, presque rien. Et puis des graines que j'avais fourrées au dernier moment dans mes sacs, des graines de tomates, de courges, de pommes de terre, de haricots verts, de radis, de carottes, et que sais-je encore. J'avais volé tout ce que j'avais pu. La maison n'avait ni l'eau courante, ni l'électricité. Et très vite, il m'a fallu tenir compte de la lumière du jour, les yeux grands ouverts, dès la première aube. J'ai pris l'habitude de gratter le jardin avec les outils de l'appentis, de sarcler, bêcher le plus profondément possible, et puis de planter dans la terre ameublée mes graines. Et ce, jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que, par la force des choses, je devienne aveugle et me couche et m'endorme. La poule me surveillait du coin de l'œil, se jetait sur moi dès que je déterrais un verre, l'emportait dans son bec pendant que je faisais une pause, un pied sur la bêche, essuyant d'un revers de manche la sueur qui me brouillait la vue. J'en profitais toujours pour allumer une cigarette, la seule que je m'autorisais à fumer jusqu'au lendemain, parce que je n'avais que 3 paquets à ma disposition, donc 3 fois 20 camels, qui au rythme d'une camelle par jour, devaient me permettre de fumer durant 2 mois, si je comptais bien. Mais dans ma vie, je ne crois pas avoir un jour mal compté. Quelquefois, je tournais la tête et regardais du côté du continent, au-delà des flots toujours trop huileux, où naviguaient d'insignifiants navires. Et par beau temps, je pouvais distinguer la frise percée de trous des falaises, contre lesquelles l'œil venait buter invariablement. Roches blanchâtres, ondulantes, et derrière lesquelles s'élevaient d'inquiétantes fumées qui me laissaient penser que tout allait de travers à Saint-Gabriel et que certains en profitaient pour installer à leur seul profit un pouvoir radical, dictatorial, autant dire fasciste. Se pouvait-il qu'on en soit revenu là ? Voilà. Très bien lu. Merci beaucoup. Non, alors c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que vous le faites, mais que vous écrivez comme ça. Mais ce sont là, faudrait montrer bien sûr le livre au public. Mais, ce sont des phrases qui s'enchaînent sans point, sans majuscule. Il y a un alinéa. Vous l'aviez déjà pratiqué. Je trouve que ça donne à votre écriture, une rythmique, une sonorité, on est totalement embarqué. Et je pense que ça contribue du coup, en tant que lecteur, moi je vous dis ce que j'ai ressenti, c'est personnel. Est-ce que c'est ça que vous voulez atteindre ?
Mais c'est tout à fait ça. Oui. C'est pour ça que je dis que vous l'avez très bien. Parce qu'effectivement, j'ai balayé le point. Quoi. Je n'utilise plus le point. Je vais simplement à la ligne quand il y a besoin d'une respiration. Et ça s'entend très bien. Là. Je vais à la ligne, voilà. Et il n'y a plus besoin de point. C'est le flot d'une parole. Voilà. Et j'espère que ce flot emporte le lecteur. Tout au moins, moi, c'est ce que j'avais ressenti, par exemple, avec Faulkner, qui m'avait tant séduit. Oui. Et j'essaie de retrouver, avec la langue française, que c'est une langue différente quand même, de retrouver une musique. Voilà, une musique de la langue. C'est pour ça que je les relis systématiquement 2-3 fois avant de les publier, mes romans. Est-ce que vous vous souvenez, vous vous en souvenez forcément, ma question est un peu idiote peut-être, mais de la première fois où vous vous êtes dit, tiens, le premier livre dans lequel justement vous parliez de Faulkner, est-ce que ça a été justement quelque chose d'important pour vous lancer dans ce type alors, je dirais Faulkner et puis aussi un écrivain portugais, Antonio Lobo Antunes. Voilà. Qui lui aussi est dans une musique comme ça. Et j'avais commencé à tester ça, je crois, dans mon premier roman, Le Petit Roi. Et puis, j'ai vraiment trouvé ce style-là pour écrire le premier roman de la tétralogie algérienne, C'était notre terre. Je crois que si je n'avais pas trouvé ce style-là, j'ai écrit sur l'Algérie coloniale. Voilà. Parce que je voulais faire, avant toute chose, un travail littéraire. Parce que moi, je ne fais pas un travail d'historien, je fais un travail de romancier, donc un travail littéraire. Et il me fallait un style pour raconter l'histoire terrible de la colonisation algérienne et ne surtout pas être démonstratif. Quoi. Voilà. Mais une fois que j'ai trouvé, et c'est un style que j'utilise aussi, maintenant que j'utilise pour le Pas suspendu de la révolte, pour Cantique du chaos, parce que j'ai trouvé vraiment une musique à la langue que je veux écrire. Voilà. Et alors, justement, c'est très important cette installation dans l'île, justement, là où il arrive, parce que c'est là que, où il va se mettre à écrire ces poèmes, justement, qui ont pour titre à chaque fois, ça va être Louisiana, Texas, des contrées des États-Unis et d'Amérique, et qui vont nous transporter dans le passé, parce que c'était un voyage qu'il faisait avec son épouse, Éléonore, je crois, c'est ça. Voilà, ça. À l'époque. Et ça, vous dites que vous ne saviez pas où vous alliez en écrivant, Mathieu Bellesi, mais quand même, est-ce que c'est venu comme ça d'un coup? C'est tiens, je vais en faire un personnage central qui écrit. Voilà. Et donc, il y a cette quête dans le livre aussi de ce besoin, cette envie d'écrire, cette difficulté qu'il a justement. Et là, on peut peut-être se poser des questions. C'est peut-être l'écrivain qui parfois cherche aussi son style, sa propre voix aussi. Oui, pourquoi Bon, je me suis souvenu, parce que moi j'ai été enseignant en Louisiane il y a bien longtemps, pendant 2 ans. Et donc je vivais aux États-Unis. J'ai fait un peu le périple qu'avait fait Théodrac. Sauf le Wyoming. Mais... Le Wyoming, pourtant, dans le livre, c'est important. Ah oui, c'est là où ils s'installent, ils arrivent. Je ne suis jamais allé moi, dans le Wyoming. Mais je ne suis jamais allé en Algérie non plus. Hein, donc... Oui, on peut très bien. Oui. Chateaubriand n'était pas allé en Amérique. Mais oui, non, j'avais besoin. En fait, j'avais besoin de changer de rythme. Voilà. Ouais. Donc je passe ici par le poème, effectivement, comme quand apparaît la voix de Chloé, c'est besoin de changer de rythme, parce que Chloé, elle emploie des phrases beaucoup plus courtes quand elle parle, avec des points. Mais j'ai absolument besoin, par moment... J'écris un roman comme si c'était une sorte d'opéra, quoi. Vous voyez, donc il y a un mouvement comme ça, très très alternatif. Et voilà. La multiplication des voix me permet d'arriver à ce mouvement-là musical. Et de plus, oui, le cantique, poésie, enfin, le titre, pour le coup, résonne totalement. Alors, je disais, oui, c'est vrai que on parle de dystopie. La difficulté, elle était peut-être aussi,
en effet, on se reconnaît. Il y a déjà des choses qui sont malheureusement en place. Hein, voilà, le réchauffement climatique. Voilà, alors, les feux, même les méga feux, incendies. Voilà. Bon, je crois que vous me disiez en plus que vous avez écrit, il n'y avait pas encore eu le feu de l'Aude, c'est ça. Voilà. Ouais. Los Angeles. Ni Los Angeles. Voilà. Donc voilà, le lecteur se sent évidemment totalement happé, concerné, parce que l'actualité, déjà, les régimes autoritaires, dictatoriaux, bon voilà. Ça ne doit pas être facile quand même, je pense, non, pour un écrivain, de justement nous faire une dystopie qui soit, comment dire, crédible et touchante. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est qu'on puisse... Je ne me suis pas posé la question. Alors, je me pose des questions, il n'y en a pas. Hein. Je ne me suis pas posé cette question, dans la mesure où c'est Théo Gracq qui parle, donc je l'ai laissé raconter vraiment avec une très très grande liberté ce qu'il avait envie de raconter. Vraiment, vraiment. Donc je suis arrivé comme ça à parler, à imaginer les États-Unis. Bon, il faudrait savoir ce qui s'est passé quand même dans ce roman au début. Je décris d'une manière assez biblique une sorte de grand déluge. Grand déluge qui ouvre le livre. Voilà. Et où les 3/4 de la population a disparu. Voilà. Donc, du coup, aux États-Unis, la population qui reste, qui est un peu terrorisée, s'est réfugiée dans les grandes villes. Et donc, les campagnes sont complètement libres. C'est-à-dire que Théo Gracq, quand il arrive avec Chloé et ses enfants, ils peuvent acheter un ranch pour $1 symbolique. Ouais. Et comment dire, en même temps, je savais pas du tout ce qu'ils allaient faire aux États-Unis. Je savais pas du tout ce que Théo allait raconter. Ça vient au fur et à mesure, tous les jours. Même la rencontre avec Chloé, les enfants. Ça, ouais. Oui. Non, mais ça vient tous les jours. C'est quand je me mets à ma table le matin. Je ne sais pas du tout ce que va dire le personnage. Et à la limite, je veux pas trop le savoir. Je lui donne la parole et quand je l'entends vraiment résonner dans ma tête, je le laisse totalement libre pour la journée. Donc il peut raconter ce qu'il veut. Et si ça déborde trop, le lendemain, s'il faut que je règle tout ça, je le supprimerai. Mais en général, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien. Curieusement, si j'ai vraiment un personnage crédible en tête, il peut raconter une histoire qui a une forte crédibilité. En fait, c'est les personnages qui vous embarquent. Ah, mais complètement. Totalement. C'est la voix du personnage, et ensuite, c'est... Voilà, moi, comme je disais, je ne construis absolument pas mes histoires. Il n'y a pas de plan. Donc, ce sont les personnages. Mais j'ai appris un peu ça aussi, à force d'écrire, de donner une totale liberté, de ne pas contrôler les personnages. Et du coup, ça donne une grande liberté au texte. Vous voyez, parce souvent dans des romans, je sens des constructions comme ça, des plans sous-jacents. Ouais. Et finalement, ça... Oui. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne marche pas. Avec moi. Oui, d'accord. Et c'est vrai que du coup, quand je disais dans le religieux, c'est en effet, vous disiez c'est un opéra, bon, mais c'est aussi un texte très subtil aussi sur un homme qui vieillit aussi, qui se pose des questions sur qu'est-ce que la vieillesse. Parce qu'à un moment donné, il le dit, je crois, il atteint 70 ans, bon, et il sent, voilà, il y a des moments physiquement, voilà, bon. Et donc il y a ça aussi, ce sont les rapports aussi de couple, enfin il a pas, voilà, les enfants, comment. Et je parlais justement, je disais que comment dire, l'Algérie, c'était pas un texte sur l'Algérie, bien sûr, mais il y a quand même, je trouve, dans ce roman, la violence qui est là, qui irrigue le roman du début à la fin, notamment à travers la violence des jeunes, enfin de Hugo et Johan, qui, voilà, et là on est parfois dans le polar le plus débridé, enfin bon, braquage de banque, violence, il tue, enfin bon, il y a voilà, et ça c'était quelque chose aussi, alors vous l'avez peut-être pas prévu au départ, mais enfin quand même, elle est quand même aussi très présente, parce qu'elle est montrée de différentes formes aussi, voilà. Mais sans doute que je suis influencé par ce que je peux lire dans les journaux tous les jours ou ce que j'entends à la radio. Et c'est vrai qu'il y a tellement de violence de la part des jeunes quand on en voit certains attaquer au couteau leurs professeurs ou même se battre entre eux. D'ailleurs, je me dis, mais...
Et c'est des gamins qui ont souvent 13, 14 ans, 15 ans. Parce que sans doute qu'on est passé dans un monde qui est beaucoup plus violent qu'il n'était il y a 40 ans. On nous bombarde de nouvelles. On est quand même entre deux guerres, celle de Gaza et puis celle d'Ukraine au quotidien, qui n'est pas très loin de chez nous finalement. Donc je me suis dit, des gamins qui vivent là-dedans en permanence. Et là, en l'occurrence, mes deux personnages ont dû passer par des moments très durs. Ils sont naturellement dans la violence. Ils se disent, il n'y a pas d'avenir, donc autant profiter par tous les moyens. Oui, ils le disent en fait, ils l'affirment, ils présentent comme ça. C'est vrai que c'est... Voilà. Cette voix, ça m'amusait de donner une voix à ces enfants, une voix complètement débridée. Ce que peuvent ressentir des adolescents dans un monde de violence. Je me demande comment seront les petits Ukrainiens quand la guerre sera finie, si elle finit un jour. Alors, oui, en effet, quand je parlais de... Mais il y a des pasteurs, des prophètes qui sont là. Il y a des prédicateurs, des faux, je sais pas si des faux prophètes. On peut se poser la question quand même, parce qu'il y a pour le coup, oui, qui c'est qui cherche à nous fourguer. Voilà. Ce qu'il y a toujours eu aux États-Unis, et ce qu'il y a toujours, ils sont très très puissants. Ouais. Donc j'ai imaginé des discours comme ça de prédicateurs qui harangue la foule. Je pourrais en lire un, si vous voulez. Je vais vous proposer de lire un passage. Alors on est donc aux États-Unis. Donc il y a des prédicateurs qui battent la campagne et les villes et qui rassemblent les gens pour essayer évidemment de les récupérer, de récupérer leurs craintes et leurs peurs. Alors voilà ce qu'ils leur disent. Vous vous leviez le matin alourdi des péchés de la veille. Et tous les jours, il en était ainsi, bougre d'aveugles crétins. Tous les jours, vos gestes impurs et vos pensées tout aussi impures vous condamnaient un peu plus. Mais que vous importait le jugement de celui qui avait perdu sa place dans votre cœur ? Vous aviez d'autres préoccupations accaparées par Facebook, Instagram et autres réseaux maléfiques. Vous n'aviez Dieu que pour vos satanés écrans qui vous poussaient à toujours plus d'égocentrisme, toujours plus d'indifférence pour les choses qui ne concernaient pas votre petite personne, photographiée inlassablement et jetée en pâture aux milliards d'écrans anthropophages de la planète avec l'espoir. Mais avec l'espoir de quoi ? Je vous le demande, avec l'espoir de quoi ? Vous avez été punis, bougre d'aveugles crétins, punis comme il le fallait. Psalmodier la foule à genoux. Vous avez peur à présent ? Oui, nous avons peur. Que craignez-vous ? Le retour de la grande faucheuse aux pieds beaux qui, en un peu moins de 2 mois, a privé de vie les 3/4 de vos compatriotes ? Oui, c'est ça. Alors, courbez la tête et acceptez le baptême du fleuve, de l'eau pure, de la résurrection. Courbez la tête, mes frères, et vous aussi, mes sœurs, et débarrassez-vous de vos péchés. Et ils se précipitaient les uns derrière les autres, les mains jointes et la poitrine enfin libérée des affres d'un orgueil métastasé. Par des lois nouvelles et des ordonnances, vos gouvernements, tétanisés par l'ampleur des disparitions, ont enfin tapé du poing sur la table et décidé dans l'urgence de vous dépouiller et de vos téléphones et de vos ordinateurs et de vos écrans de télévision, de vous priver d'accès à Internet, de vous libérer des contraintes de l'intelligence artificielle, de la tyrannie des robots et autres machines du diable que vous aviez inventées et laissées libres de manipuler à leur guise le quotidien de vos vies. Et ils s'offraient aux bras des pasteurs qui s'emparaient de leur corps, d'un geste vigoureux, le renverser et le plonger dans les remous du fleuve avant de le ramener d'un autre geste vigoureux, tout ruisselant à la lumière, à l'éclatante lumière d'un soleil qui débordait de joie et résonnait de trilles et autres roulades que 1000 oiseaux innocents envoyaient aux 4 coins du ciel. Abandonnez vos servitudes, vos addictions, vos dépendances, arrachez vos masques de débauchés blasphémateurs. Les temps anciens de vos écrans anthropophages sont derrière vous. Vous n'êtes plus et ne serez plus jamais connectés. Oui, abandonnons nos servitudes.
criait la foule prise d'une soudaine folie. Et criant plus fort que la foule, les prophètes rugissaient. Repentez-vous, repentez-vous, Jésus vous ouvre ses bras, vous offre son sang, sa sueur et ses larmes. Entrez sans crainte dans les eaux de son fleuve. Je parlais de western aussi, ça vous choque pas? Je vous dis ça, Mathieu Bellesi, parce que ces personnages en fait de prédicateurs, il me semble qu'il y avait dans un western, moi je n'ai pas de titre en tête, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose? Il y a les cow-boys qu'on va trouver à un endroit, des vieux cow-boys un peu fatigués, là, quand ils se baladent, là, à un moment donné, ils s'arrêtent boire un verre quelque part. Bon, il y a toute cette atmosphère pesante, cette capacité que vous avez justement à évoquer des lieux, alors tous différents les uns des autres. On a parlé de l'Amazonie, mais ça peut être aussi traversée de l'Amérique, ces routes un peu désertes. Voilà. J'imagine que ça, c'est quand même important pour vous aussi, peut-être de faire une sorte de marqueterie, western, roman d'aventure, et nous balader au bon sens du terme, de l'un à l'autre. Non, mais on est aux États-Unis, quoi. Oui, voilà, justement. Mais c'est une espèce il y a effectivement forcément des références à la fois à la littérature américaine, mais aussi au cinéma. Ouais. Ces deux jeunes qui vont faire les 400 coups tous les deux, c'est un peu les Bonnie and Clyde du 21e siècle, ou des Sailor et Lula. Bien évidemment, il y a toutes ces références-là, bien sûr. Le cinéma, pour vous, c'est important, Mathieu Bellesi? Le cinéma, ça, quand vous écrivez, c'est quelque chose que vous avez parfois comme ça en arrière-plan, des références? Oui, c'est très important. Moi, je vais beaucoup au cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, mais on m'a dit que j'avais un style très cinématographique. Je vous promets, je vais vous le dire en plus, parce que moi, franchement, à la fin du roman, je me suis dit, après ça dépend de qui va le réaliser. Voilà, bon, c'est assez phénoménal. Ça serait un long métrage. Du tonnerre de Dieu. Je vois par rapport. Non, mais franchement, c'est étonnant que vous. C'est vrai, c'est pas étonnant que vous me le disiez parce que j'allais vous en parler justement. Oui, mais alors pour tout vous dire, il y avait il doit y avoir normalement une adaptation cinématographique de Attaquer la Terre et le Soleil. Il y a une option qui a été prise. Je ne sais pas si le film se fera parce qu'avec le cinéma, on ne sait jamais si ça ira au bout. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est la partie américaine, effectivement, que j'aimerais voir adaptée au cinéma. Ouais. Mais sûrement, qu'en écrivant, j'ai des réminiscences, effectivement, de films américains. Même inconscient. Et peut-être le Wyoming que j'ai décrit. Il y a une amie qui l'a traversé qui m'a dit, mais t'es allé dans le Wyoming, c'est pas possible. J'ai dit non, j'ai jamais mis un pied. Mais sans doute que j'ai dû voir des films, des images qui me reviennent, sans doute. Là, ils arrivent, ils s'installent dans le ranch. Justement, nous avons baptisé le ranch. J'ai choisi exprès des extraits qui n'en divulguent pas trop. Sur le. Bon. Nous avons baptisé le ranch. Ça a pris du temps parce que nous n'étions pas d'accord sur le nom. Red Cloud proposait Hugo et Johan, donc c'est les enfants. Et Johan Rosebud. Bon, on voit. Quant à Théo, vautré dans le rocking chair, donc Théo Grac, il n'a pas trouvé mieux que Kadish, en hommage à ce bon vieux Ginsberg qui avait été le fer de lance d'une révolte bienvenue. Il fallait en finir. Et pour ne pas trop s'éloigner de Ginsberg, j'ai décidé en tapant du poing, donc c'est Chloé qui parle, sur la table un soir où j'en avais marre, que notre foutue maison avec ses baraques attenantes et ses terres du diable, abandonnées aux chardons et aux coyotes, s'appellerait le Crazy Moloch Ranch. Johan et Hugo, pliés en deux, ont ri tous leurs sous. Et Théo a simplement dit « ça me va ». Le ranch avait donc un nom. Hugo a scié une planche et Johan y a inscrit à la peinture blanche les trois mots « Crazy » d'abord, et puis « Moloch » et « Ranch ». Et Théo l'a suspendu à l'entrée de notre propriété, entre les deux poteaux branlants qui dataient au moins de l'époque de Buffalo Bill. Ensuite, nous avons pris rendez-vous avec l'agence qui fournissait l'électricité dans la région et nous avons fait installer un compteur. Et puis, parce que tous les gens par ici avaient à leur disposition un arsenal bien fourni d'armes à feu, nous avons décidé qu'il serait sans doute plus prudent de les imiter. Et dans un centre commercial, on a échangé un paquet de dollars contre 4 pistolets, 2 Winchester et 2 fusils à pompe au cas où une bande d'excités nationalistes viendrait rôder autour de notre maison. Plus quelques matraques télescopiques et un stock de munitions. Et avec l'argent qui nous restait, nous avons réussi à passer sans encombre les 4 saisons.
Aux alentours, je veux dire dans les villages et les villes qui se tenaient à bonne distance de notre ranch, sans jamais excéder la 50aine de miles, les femmes et les hommes, encore vivants et malheureux de l'être, avaient pris l'habitude de nous appeler les Frenchies. Ils nous saluaient, nous parlaient de leurs malheurs, des membres de leur famille qui avaient disparu dans les eaux du déluge. Leurs bras s'ouvraient, leurs yeux s'écarquillaient. Ce qui est terrible, c'est que nous ne saurons jamais ce qu'ils sont devenus, disait-il, en rabattant casquette ou Stetson sur le désespoir de leurs yeux. Je m'arrête ici, mais bon, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps non plus, il faut le préciser, il y a des phrases qui se succèdent comme ça, sans majuscule. Là, on est dans une narration, c'est Chloé qui parle, donc vous le disiez, elle n'a pas le même... voilà, plus classique. Ouais. Pour montrer que le rythme est totalement... On change, on est dans des dialogues par moments, ce qui fait la richesse du roman aussi. J'espère. Non, mais la diversité aussi. En fait... Vous êtes beaucoup dans la narration, je trouve. On sent chez vous, et ça aussi vous le disiez peut-être d'entrée de jeu, cette appétence, ce plaisir de raconter une histoire, pour le coup, avec plein de rebondissements. Enfin bon. Je crois que si j'éprouvais pas ce plaisir d'écriture, je crois que j'arrêterais d'écrire. Moi, je veux pas devenir un professionnel de l'écriture. Écrire un roman tous les 2 ans, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je veux vraiment... Si j'éprouvais plus de plaisir pour écrire, j'arrêterais d'écrire. Vraiment, à la fin de la journée, quand j'ai écrit une page et demie, ma journée est justifiée. Et puis même si j'écris pas, parce que parfois la voix vient mal, donc je tourne en rond autour de ma table. Je vais à peine écrire 10 lignes, mais c'est pas grave. Mais j'ai vraiment le besoin d'éprouver d'abord, moi du plaisir à écrire. Ça, c'est sûr. Oui, justement, il y a quelques dialogues de temps en temps, il y a des rencontres, des personnages se rencontrent, ils négocient le tarif le tarif du bateau pour aller plus loin. Bon, alors c'est vraiment je sais pas, on peut employer le terme de road movie, pas forcément, ils sont pas forcément toujours sur la route, ils peuvent prendre le bateau, ils ont pas toujours. Bon, mais alors je parlais des lieux justement. Et pour vous, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Parce que vous disiez que vous étiez aux États-Unis à l'époque, mais là vous n'y êtes pas retourné visiblement, si j'ai bien compris. Donc, et cette capacité que vous avez aussi. C'est des lieux urbains, mais c'est des lieux naturels aussi. Les montagnes, les passages magnifiques aussi où ils partent à un moment donné, là, qui est un peu au milieu du livre, tous les deux, Théo et Chloé. Ça fonctionne un peu comme une pause dans le. Non, en général, vous pouvez le lire après, on verra. Oui, j'avais choisi aussi. Ouais. Je trouve ça assez génial. Enfin, c'est un peu une pause dans le récit où il y a besoin d'y regarder, il y a le panorama. Vous êtes aussi fort dans l'urbain que dans la nature, si je peux dire. Ouais. Ce qui entoure, moi je suis très attaché à ce qui entoure les personnages. Voilà, c'est-à-dire, si c'est dans une ville, je vais décrire la ville, mais si c'est dans la nature, je vais décrire la nature. Et je trouve que la nature d'ailleurs est de moins en moins présente dans les romans actuels. J'ai relu quelques romans du 19e siècle, et la nature était très très présente en fait. Et moi j'éprouve ce besoin absolument de la présence de la nature dans mes textes. Et d'ailleurs, ça finit, et le personnage est presque noyé dans cette forêt primitive, que je dirais, autour de... Les animaux aussi. Oui, bien sûr. Hyper important, c'est un ensemble. Non, mais je dis ça parce que c'est pas des secondaires, quoi. Ils sont là, bien pas. Non, mais j'aime bien qu'il y ait des chiens, des chats, je sais pas, ou des perroquets, par exemple, autour de mes personnages. Non, c'est pas... Enfin, j'ai absolument... Ça donne, à mon avis, de la cohérence à mes personnages. Le fait de décrire et de sentir ce qui se passe autour d'eux. Voilà. Et donc, alors, comment vous n'êtes pas sur place, donc comment est-ce que pour les États-Unis, vous êtes documenté à nouveau? Non, mais je sais pas, c'est des questions toujours un peu qui tombent sous le sens, mais bon. Oui, mais je suis obligé. Enfin, comme je lis pas mal de littérature américaine, par exemple, le Wyoming, j'ai lu beaucoup de nouvelles d'une écrivaine américaine qui s'appelle Annie Proulx, Proulx, qui est d'ailleurs traduit en français chez Grasset, je crois.
Et c'est une femme qui a vécu une grande partie de sa vie dans le Wyoming et qui décrit dans ses nouvelles tous les paysages. Voilà, ça, j'utilise quand même effectivement des textes autochtones. Je dirais, j'ai un peu besoin quand même. Et en même temps, je laisse une grande liberté. Enfin, moi, j'ai vécu aux États-Unis 2 ans, donc je vois à peu près ce que ça peut donner au niveau de, quoique c'est très variable, évidemment, d'un État à l'autre. Mais bon, ouais, je me renseigne un petit peu. De temps en temps, je vais sur Internet, voir, parce que c'est très facile. C'est très facile. On tape une ville ou un lieu et on trouve tout de suite 4 ou 5 photos et des paysages. Et à partir de là, je peux développer une description à peu près cohérente. Le à peu près étant trop. Cela dit, comment dire, même les personnages, bien sûr qu'il y a des personnages, on peut dire peut-être principaux, peut-être, mais je trouve que même les personnages, là, Chloé, Miguelita, qui arrivent dans le récit. J'aime beaucoup Miguelita. Enfin, c'est très important. J'ai envie de dire, ils sont pas secondaires, quoi. Ils sont aussi autant incarnés, aussi importants, et ils véhiculent autant de profondeur que n'en véhicule Théo, Chloé. Oui. Et ça, c'est partie de votre... Même s'ils parlent beaucoup moins dans le roman, sinon ils n'apparaîtront pas. Oui. C'est-à-dire c'est des voix qui me viennent, qui ont vraiment une chair, quoi, vraiment une présence très forte. Donc je peux leur donner la parole. Si c'est sur 2 pages, c'est pas grave, mais voilà, ça sera 2 pages importantes. Mais j'attache beaucoup d'importance, comme aux 2 adolescents. Il faut que je les ai en tête, sinon ça devient artificiel. Je suis très, très attentif à ça. Là, par exemple, le roman que j'ai commencé là, sur le nouveau roman qui se passe en Algérie, au début du XXe siècle. Ces voix, je les avais plus en tête là depuis quelques mois. Ben voilà, j'écris pas. Je les ai perdues. Et Miguelita, je l'ai eu en tête à un moment donné, très très fortement. D'ailleurs, c'est elle qui finit le roman, si je me souviens bien. Je fais exprès de pas. Moi, j'ai juste évoqué Miguelita. Oui, alors c'est la nature justement dont on a parlé. Peut-être pourriez-vous nous lire justement le passage que vous avez peut-être. À moins que vous vouliez le lire. Est-ce que c'est le même que est-ce qu'on parle du même, parce que parfois comme il y en a plusieurs. C'est page 172, 173, je crois. Oui, quand ils partent tous les deux, est-ce que c'est ça en fait? Elle a enfilé son manteau. Est-ce qu'on parle du même? Viens, m'a-t-elle dit, soudain. Où ça? On va marcher un peu. Elle a enfilé son manteau, en mouton retourné, et moi, une Canadienne de l'armée. Dehors, la température devait être très largement descendue sous la barre du 0. Alors, on a complété notre équipement avec des bottes fourrées, des gants, un bonnet pour elle et une casquette pour moi. Et puis, on est sorti dans la cour et on a marché en direction du champ aux armoises et aux chardons. La neige durcie par le gel était glissante et instinctivement, Chloé m'a pris le bras, essayant de marcher à mon rythme pour mieux lutter contre le froid. Un énorme silence descendu des montagnes pesait de tout son poids sur la terre, un silence des temps anciens qui exigeait le respect et qui était respecté au-delà de l'imaginable. Les forêts, les rivières et les champs se tenaient figés dans une immobilité de statue. Les animaux accroupis au fond de leur terrier ne respiraient plus et les hommes qui avaient à faire se glissaient comme des fantômes à travers ce silence, les mains jointes et la bouche close, ne laissant échapper qu'un peu de vapeur par les trous de leurs narines rétractées. Nous avons marché sans nous soucier du froid, le corps de Chloé de plus en plus serré contre le mien, et après avoir traversé le champ, nous sommes entrés dans la forêt de Ponderosa, dont les branches pliaient sous le poids de la neige, et se plaignaient, et murmuraient je ne sais quelle prière en mémoire des peuples qui les avaient idolâtrés si longtemps qu'ils se souvenaient encore des courses emplumées de ceux qui sortaient de leur tipi les nuits de pleine lune, torse nus luisant de graisse, pour aller enlacer leurs troncs et jouir avec eux du ciel et de la terre. 2 fois, une branche, sans doute trop chargée de neige, a cédé d'un coup, et dans un craquement d'arme à feu, s'est lourdement fracassé sur des affleurements de roches. Crac!
Stoppé net, dans sa marche, Chloé a tourné la tête, cherchant l'animal ou l'homme qui pourrait en vouloir à sa vie, mais qui, dans ces contrées abandonnées, aurait eu le projet de la tuer? Quel ours, à peu près exterminé, aurait eu la force de se dresser sur ses pattes arrière avec l'envie de lui dévorer les entrailles? Ce n'est que la branche d'un arbre, ai-je chuchoté à son oreille, pour ne pas réveiller qui? Je me le demande bien, impressionné moi aussi par cet omnipotent silence qui sortait de tous les orifices de la terre et s'échappait comme un gaz, et se mélangeait au silence qui tombait du ciel déchiré d'étoiles. Lente et hiératique alliance, manœuvre antédiluvienne des temps où l'homme n'avait pas sa place, ou si peu qu'il ne comptait pour rien. Et nous sommes repartis, nous avons grimpé jusqu'au sommet de la colline couronnée d'un rocher énorme, et du haut de ce rocher, nous avons repris notre souffle, tant la montée avait été difficile dans la neige durcie où la botte n'avait pas de prise. Nos poitrines étaient en feu, et les gros jets de vapeur qui sortaient de notre bouche témoignaient des efforts que nous avions dû accomplir pour atteindre notre but. Mais nous avons vite oublié notre fatigue, car à ces hauteurs, ce qui nous était donné de voir ne ressemblait en rien à ce que nos yeux voyaient habituellement des fenêtres du ranch. Plongée dans une semi-obscurité, la terre dévoilait à perte de vue des formes insoupçonnées, des ondulations capricieuses que la neige épousait avec une sensualité d'outre-monde. Et cela, où que nous nous tournions, puisque notre angle de vue était sans limite. Et cet immensurable espace qui s'ouvrait à nous donnait le vertige, bousculait nos servitudes, nous révélait des vérités difficilement acceptables et pourtant difficilement contestables. À savoir qu'il était évident que la Terre, dans sa manière de tourner en douceur autour du Soleil, n'avait jamais eu besoin de l'homme, que celui-ci avait surgi des bouts paléozoïques par un malencontreux accident de parcours. J'ai dressé le bras, balayé l'espace devant moi avant de dire « Où est la place de l'homme dans ces immensités ?» Nulle part, voilà la vérité. Nulle part. On va vous passer peut-être la parole au public, mais des questions, des remarques, des réflexions. Ça, ce passage, moi je l'avais vraiment aussi vraiment beaucoup touché. Cantique du chaos, donc chez Robert Laffont, Pavillon. Oui, bonsoir, pardon, je vais peut-être être idiot, mais je me demande, au fond, est-ce que vous pensez écrire pour quelqu'un? Je veux dire, pour qui écrivez-vous? Parce que moi, j'ai une petite fille, et je veux lui offrir, même si elle est jeune. Vous savez, c'est compliqué. Parce qu'elle vit dans le bonheur, dans une espèce d'insouciance. Mais c'est ce qui l'attend. Alors, est-ce que vous écrivez? En plus, vous avez très riche dans vos références, dans toute votre culture américaine en particulier. Moi, je comprends, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup la littérature américaine. Mais ça veut dire aussi que vous vous adressez à un autre public qui est aussi de passer de l'autre côté, qui est plus, qui échappera peut-être à la catastrophe finale. Je veux dire, parce qu'on est trop vieux. Alors, quand j'écris, je ne pense pas je pense pas au lecteur. Je pense qu'il faut surtout pas penser au lecteur, mais pour répondre à votre question, j'ai eu l'expérience de plusieurs personnes. J'ai fait une petite tournée dans le sud-ouest là, ces jours derniers, et qui me disaient d'abord qu'ils avaient été pris par le flot de cette écriture-là, qu'ils étaient emportés par, et qu'à la fin, très curieusement, ils se sentaient mieux, ils se sentaient presque comme libérés, presque un peu dans une espèce, ils étaient tombés dans une espèce de sérénité. Voilà. Moi, alors, je peux pas savoir ce que peut
l'effet du livre, parce que évidemment l'effet peut être très différent d'un lecteur à l'autre, mais je pense, parce que pour avoir cette expérience, que ce livre peut faire du bien. Avant tout par son style. Je crois que si on est vraiment dans la littérature, si on trouve les bons mots, on peut, je crois, raconter n'importe quoi, on fera toujours du bien. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je peux lire des écrivains. Je suis un peu influencé, mais j'aime beaucoup les écrivains japonais aussi. J'aime beaucoup des écrivains européens comme Antonio Lobo Antunes ou Mircea Cartarescu, qui est à mon avis un des plus grands auteurs actuels. On peut raconter n'importe quoi. Par la littérature, on peut faire du bien. Je ne pense pas que ça soit un roman qui inquiétera le lecteur. Par contre, si vous regardez la télévision, vous pouvez être inquiété très sérieusement tous les jours. Et la presse, c'est pareil, la radio, c'est pareil. Là où ce sont des manœuvres qui sont, je ne sais pas, plus ou moins là pour inquiéter. Mais la littérature, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Je crois comme la peinture, c'est pareil. Quand Picasso peint Guernica, bon, c'est quand même une peinture très violente, mais en même temps, c'est un vrai acte créatif et c'est un acte qui fait du bien à celui qui le regarde, je crois, qui regarde le tableau. Comment ? Comme le Clésio, oui. Oui, moi j'avais une question un petit peu plus large et vous avez piqué ma curiosité, Monsieur Bellesi. Votre livre s'appelle Le Cantique du Chaos et vous avez fait référence à l'opéra avec vos personnages. Et je voulais juste savoir si vous travaillez en musique, si vous travaillez en écoutant de l'opéra. Voilà une question de curiosité. Je travaille plutôt dans le silence. Parce que je me méfie de la musique, des emportements. La musique peut me donner un enthousiasme, une espèce de joie qui va influer sur mon écriture. Donc ça, je me méfie beaucoup de ça. J'essaye de rester le plus neutre possible dans mon environnement quand j'écris. Bonjour Monsieur Bellesi. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir. On se connaît un peu. Je voudrais savoir si ce livre vous a fait du bien à vous, à écrire. Mais oui. oui, mais justement, c'est une bonne question parce que bon, quand je finis un livre, je le publie pas tout de suite. Comme je dis, je le relis 2 ou 3 fois à haute voix. Et à chaque fois que je le relisais, il me faisait du bien. Je me disais, c'était le livre que j'avais envie d'écrire, voilà, qui résumait un peu, de par ses thèmes, tout ce que j'avais aimé dans la littérature, comme je disais. Et après avoir écrit ça, je me disais, bon, finalement, je peux mourir. J'ai écrit le livre que je voulais écrire. Vraiment, sincèrement. Bonne réponse. Non, pas pour mourir. Non, moi, je vous dis, l'effet vraiment que me fait, mais même encore, je crois. Voilà. Le dernier poème, par exemple, m'émeut beaucoup à chaque fois que je le lis. Non, il ne faut pas le dire. mais sincèrement, et à un moment donné, même, alors pour tout vous dire, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que j'écris un autre roman, quoi ? Est-ce que ça ne suffit pas après avoir écrit ça ? Ah, c'était carrément. Oui, non, mais je cherchais beaucoup à écrire ce texte, je crois. Enfin, j'ai cherché longtemps. Et voilà, je crois avoir trouvé une forme qui. Alors, bon, j'ai fini le livre il y a au moins 2 ans. Et je sais pas comment dire parce que je préfère à la limite ne plus le relire pour le moment, quoi. Voilà. Parce que je me dis, est-ce que j'arriverai à retrouver vraiment une forme comme ça, enfin une sensibilité pareille sur notre monde actuel, sur ce qui se passe
actuellement. C'est aussi la fidélité à un éditeur, aussi, Frédéric Martin, qui était avant au Tripode et qui donc été chez Robert Laffont maintenant. Non, mais c'est important de souligner. Mais bien sûr. C'est primordial. Mais moi, je lui dois tout à mon éditeur, donc vraiment. Parce que bon, je l'ai dit dans la presse, mais enfin, je peux vous le répéter là. Attaquer la Terre et le Soleil, donc il y a eu 2 prix littéraires, avait été refusé par 5 éditeurs à Paris. Et donc je m'étais dit, alors, pas des moindres, donc je m'étais dit, bon, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai un peu raté mon coup, tant pis, je vais continuer à écrire pour moi, je ne publierai plus. Voilà. Mais bon, après tout, je me disais, bon, comme j'éprouve du plaisir à écrire, donc je continue. Voilà, j'en étais là. Et un jour, ma compagne m'a dit, c'était un jour d'hiver, elle m'a dit, ah mais regarde, il y a des éditions du Tripode, tu peux ne pas... Parce que envoyer, j'étais à Rome à l'époque, envoyer un texte par la poste, c'est compliqué. Alors, au Tripode, on peut envoyer par Internet son texte. Et on appuie sur un bouton, hop, il part. Et donc, 2 jours après, Frédéric Martin m'appelle, quoi. Il m'a dit, mais je veux absolument publier ce texte. Et donc, j'étais au fond du trou, je suis remonté à la lumière en l'espace de quelques secondes. Et un mois après, il avait lu toute la tétralogie algérienne. Et voilà, c'est lui qui s'occupe des couvertures, en plus de ça, la couverture d'Attaquer la Terre, celle-là, et les autres. Ça, c'est lui qui l'a trouvé, la couverture. On comprend en lisant le livre. Il faut aller jusqu'au bout pour comprendre l'illustration de couverture. Et voilà, je ne sais pas comment il a fait, mais c'est vraiment un éditeur enthousiaste. Et quand il trouve une écriture qui Comment ? Oui, mais vous avez prononcé le mot hiver, mais on va pas repartir, mais vous allez dédicacer votre livre, mais il y a l'importance des saisons aussi. Je l'ai pas assez souligné, peut-être non seulement des lieux, mais aussi de l'hiver, de la rudesse de l'hiver, de la rudesse de l'été aussi. On a parlé des feux, mais c'est vrai que vous faites ressentir, j'ai envie de dire, de manière palpable l'environnement climatique. C'est très important dans le roman. J'y pense là, mais j'aurais pu peut-être insister plus là-dessus. Mais moi, comme je vous dis, je suis très sensible, que je peux pas. Mes personnages ne peuvent pas circuler sans que je décrive l'environnement dans lequel ils circulent. C'est essentiel pour moi. Sentir les odeurs, entendre les bruits, la lumière aussi qui entoure les personnages. Tout ça, je suis très attentif à tout ça. Oui. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Mathieu Bellesi. Cantique du chaos, donc Robert Laffont, Pavillon. Vous allez donc dédicacer votre livre. Voilà, vous aurez compris que j'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'on peut le redire. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Le roman Cantique du chaos de Mathieu Bellesi est publié aux éditions Robert Laffont. Mathieu Bellesi a aussi fait paraître notamment Attaquer la Terre et le Soleil, récompensé du Prix du Monde et Prix du Livre Inter, et Moi le Glorieux aux éditions du Tripode, ou encore Les Vieux Fous et Le Pas suspendu de la Révolte paru chez Flammarion. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche lundi 17 novembre 2025, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.